Les écoles mutuelles qui se sont développées un peu partout, sont des écoles où on apprend plus vite que chez les frères des écoles chrétiennes et quand on apprend plus vite et ben, on a de l'énergie, pour critiquer, pour faire autre chose. Bon, un des exemples célèbres, évidemment, c'est Proudhon. Ça repose quand même sur le classement, mais au lieu de faire du classement un truc qui fait que quand on a raté, c'est quasiment définitif, ce classement est utilisé de manière productive. Quand les enfants vont à l'école, les parents reçoivent, une allocation parce qu'il faut apprendre aux enfants, à ne pas reproduire la pauvreté de leurs parents et pour ça donc il faut leur apprendre les rudiments, à lire, à écrire, à obéir aux ordres, à être silencieux, à savoir se tenir tranquille et une série de choses comme ça. Enfin, ce qui Oui. est extraordinaire pour moi, si vous voulez, c'est de penser que l'école laïque est fondée sur un modèle complètement C'est ça. produit par les religieux. Bienvenue dans la première émission de Lupalu sur le front médiatique. Matt et moi sommes deux bénévoles qui avons à cœur de donner la parole à des auteurs trop peu médiatisés à nos yeux. Les thèmes abordés iront de la géopolitique à la littérature, en passant par l'histoire, la science ou la santé. Alors pourquoi Lupalu ? Parce qu'un animateur aura lu l'ouvrage de l'invité et l'autre pas. Aujourd'hui, je serai le gars lu et Mathieu sera le pas lu. Akina, que vous connaissez tous, nous soutient en coulisses à la technique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne Carrien qui va nous parler de l'école mutuelle, un sujet particulièrement actuel alors même que ce livre a été publié en 2004 aux éditions Les Empêcheurs de tourner en rond. De penser en rond. De penser en rond. Bonsoir Anne. Êtes-vous d'accord pour vous présenter en quelques phrases ? Oui, si vous voulez. Donc, bon, moi, j'ai fait il y a longtemps, donc j'ai 77 ans depuis peu et j'ai fait il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, une recherche collective, sur les équipements collectifs justement, dans le cadre de laquelle recherche, j'ai travaillé sur l'école primaire, un peu après sur les collèges d'ailleurs aussi et donc mon rapport de recherche a été édité dans la revue de notre centre de recherche de l'époque qui s'appelait Recherche et quelques années plus tard, ce travail a été repris donc par la collection Les Empêcheurs de penser en rond, qui était animée par Philippe Pignard. Cette collection est maintenant aux éditions La Découverte, après avoir été au départ financée par Sanofi, puis ensuite par Le Seuil. Et donc, c'est la réédition de mon travail date de 2004. Et bon, à cette époque-là, je m'occupais de la revue Les Annales de la recherche urbaine au ministère, qui s'est appelé de l'équipement puis de l'écologie. Et je m'occupais plus du tout de l'école en fait, mais je m'en suis réoccupée un peu parce que justement ce bouquin a plu à des militants, enseignants, notamment un groupe, de la CNT qui a une revue qui s'appelle Notre École que j'aime beaucoup et bon, voilà. Donc on en a reparlé un peu, et en fait le bouquin est lu à peu près régulièrement. Je touche, 120 € de droits d'auteur par an, ce qui veut dire quand même que, il est lu par au moins une dizaine de personnes, voire le double, tous les ans. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Anne en tout cas et bonjour, bonjour à vous. Avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de l'école mutuelle, on avait en fait, on a 2 questions préliminaires, qu'on va vous poser tour à tour avec Clément. La première étant: avez-vous des liens d'intérêt, qu'ils soient financiers ou relationnels, qui seraient susceptibles de biaiser votre discours? Les liens financiers, aucun, je vois vraiment pas. Je suis en retraite, bon et des liens amicaux, bon, c'est vrai que je suis amie par exemple, de ce collectif d'enseignants. J'étais amie de gens, de l'école Freinet. Mes grands-pères ont été à l'école mutuelle en Bretagne en 1900 environ, c'est un peu lointain. Et je l'ai appris qu'après, une fois que j'ai fait mon bouquin. Ah oui, tiens, en fait.
D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Et deuxième question préliminaire, mais ne vous sentez surtout pas obligé d'y répondre, c'est un peu plus indiscret. C'est combien gagnez-vous et combien gardez-vous? C'est-à-dire quels sont vos revenus et quel est grosso modo votre patrimoine financier immobilier, pour être le plus transparent possible. Bon, c'est très simple, j'ai une bonne retraite comme on dit puisqu'elle est avant impôt, hein, de 3 200 par mois. J'étais donc, ce qu'ils appellent, contractuel de haut niveau dans le ministère précité. Et quant à mon patrimoine immobilier, eh bien, je suis propriétaire de 70 m² à Paris, donc je suis très, très riche, hein. Une petite maison dans une cour qui devait être démolie par les plans d'urbanisme précédents, mais qui l'a pas été, grâce à quoi j'y suis encore. Et j'ai hérité récemment de mon papa, qui est décédé en 2019, d'un appartement à Paimpol, en Bretagne. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Et Donc je suis quelqu'un de très riche. Alors, première question, Anne, pour commencer cette première partie sur l'école mutuelle, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu, dans les grandes largeurs, qu'est-ce que c'est que cette école mutuelle, justement? Alors, en fait, l'école mutuelle, c'est une histoire un peu curieuse parce que j'ai appris, il n'y a pas longtemps, bien après avoir fait cette recherche, que, en fait, c'était quelque chose qui existait au Kerala, en Inde, État qui a toujours été communiste, et qui l'est peut-être encore, j'en suis pas sûre, mais bon, et qui est assez particulier. Il y a encore une pub pour le Kerala là sur, les réseaux sociaux, comme quoi c'est l'endroit le mieux protégé écologiquement par la population. Bref, donc les Anglais auraient ramené cette idée-là et l'auraient d'abord appliquée dans les prisons pour alphabétiser les gens, en faisant effectivement, enseigner donc par petits groupes, en utilisant la capacité des gens, qui apprennent le mieux pour apprendre à ceux qui apprennent moins vite, hein. Il y a, donc moi, en fait, on a été amenés collectivement dans le centre de recherche où j'étais à faire une recherche sur ce qu'on a appelé la généalogie des équipements collectifs, c'est-à-dire comment, donc l'État, les services publics étaient amenés à concevoir les principaux équipements collectifs et à, les concevoir, on pensait de travers, notamment à partir de l'exemple des hôpitaux psychiatriques, puisqu'en 1966, l'État avait eu une idée absolument resplendissante qui était, pour utiliser les surproduits de la sidérurgie, faire des hôpitaux psychiatriques industrialisés en métal. Bon, et donc Guattari et ses copains, psychiatres et tout ça, ont fait tout un mouvement pour empêcher ça, puisque à la même époque, se mettait en place ce qu'on appelle en psychiatrie la politique du secteur, qui consistait à avoir des hôpitaux moins importants et à faire plus de structures, extra-hospitalières. Bon, on parlera peut-être pas maintenant de comment ça a dégénéré malheureusement, mais en tout cas, le ministère, enfin on est juste après 68 et le ministère de l'Équipement de l'époque est, frappé par le fait que, au fond, pendant mai 68, s'est exprimée une critique d'une part des HLM que, l'administration croyait faire pour le bien du peuple et d'autre part de la plupart des services publics, de leur fonctionnement. Donc on a eu de l'argent de l'État pour, réfléchir à comment on avait conçu les les équipements collectifs existants, comment les faire pour les villes nouvelles. Et moi, donc qui était très intéressée par l'école, j'ai fait une recherche donc historique sur comment l'école en était, arrivée, là où elle en était. Donc on est en 1970, c'est-à-dire à un endroit quand même où les gens s'ennuient, où, on est classé, où ceux qui réussissent le moins sont pas aidés à réussir mieux, et cetera. Parce que bon, moi-même j'avais eu une expérience de bonne élève, liée d'ailleurs à un incident malheureux transformé, c'est-à-dire que j'ai été malade pendant 3 mois en CE1 et ma mère m'a fait travailler avec les devoirs que donnait l'institutrice
Et comme j'étais malade, je travaillais pas plus de 2 ou 3 heures par jour et je faisais ce que les autres faisaient en 6 heures par jour. Donc je suis revenue, je travaillais vite, je comprenais les trucs, j'avais envie de travailler, donc je lisais les livres avant même qu'on nous les introduise et tout. Mmh. Donc j'avais un rapport un peu particulier à l'école où, à la fois, je réussissais bien et j'étais hyper critique, bon, comme beaucoup d'élèves qui réussissent bien. Donc quand j'ai décidé d'aller regarder comment avait été fabriquée cette, école, heu, je ne enfin, à l'époque, j'étais très inspirée par Michel Foucault, hein, puisque je m'intéressais à la psychiatrie par mes amis, donc de l'histoire de la folie et la méthode à la Foucault qui est d'aller voir dans les archives, dans les livres à la Bibliothèque nationale, les débats qui ont eu lieu à propos de l'objet dont on parle et on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, il y a eu des débats, enfin, vraiment énormes entre, des gens qui défendaient l'école mutuelle et des gens qui étaient, résolument contre et donc en grattant, un peu, à travers les archives et les libelles, les bouquins et cetera, d'époque, on s'aperçoit d'une chose que que je raconte, c'est à savoir que, bon, pendant la Révolution française, les écoles qui étaient faites avant la Révolution par des congrégations religieuses ont été, dans l'ensemble fermées. Napoléon Bonaparte a, rétabli les frères des écoles chrétiennes, les jésuites et patati, enfin les congrégations religieuses dans, leur propriété antérieure, dans leurs fonctions antérieures et il y a une série de gens, notamment, protestants, qui ont créé, une association qui s'appelait la Société pour l'amélioration de l'instruction élémentaire, qui était, plutôt la haute société, protestante en particulier, des patrons et qui voulaient faire une école qui ne s'appelait pas à l'époque, laïque évidemment, ce serait un anachronisme, mais en tout cas créer une école qui ne soit pas sous la coupe des frères des écoles chrétiennes que Napoléon avait rétablies. Ils sont donc allés regarder ce qui se passait en Angleterre et ils ont découvert cette école, mutuelle créée par les Anglais, notamment un bonhomme qui s'appelait Lancaster et qui était donc une école qui fonctionnait d'une manière relativement militaire, entre guillemets, comme modèle. Qui dit militaire, donc dit d'ailleurs des groupes de 10. On divise les élèves par groupe de 10 et on utilise les meilleurs, ceux qui savent déjà, pour faire le cours en même temps qu'un maître qui donne des ordres de loin. Donc l'idée d'ailleurs de nos protestants là et de nos patrons, enfin de chefs d'industrie de l'époque, c'est qu'on va faire une école extrêmement économique où au lieu d'avoir 50 élèves par classe ou 30, on en aura 500. Bon, hein. Alors, donc, ce modèle arrive en France. Évidemment, les architectes s'en emparent en disant on va faire des grands bâtiments. Aussi, on utilise les biens qui ont pas encore été rendus au clergé, où il y avait des grandes salles, etc., pour faire des écoles. Et par ailleurs, comme ces écoles sont possibles à faire pour des gens qui veulent être professionnels de l'éducation et qui ne sont pas les frères des écoles chrétiennes, il commence à se dégager des gens qui veulent être donc instituteurs, comme on va appeler ça plus tard. Bon, ce qui est le plus curieux, c'est donc dans cette société pour l'amélioration de l'instruction élémentaire, comme partisan donc de l'école mutuelle, on trouve François Guizot, homme politique, qui donc au démarrage est pour faire ces écoles avec des instituteurs formés autrement, mais qui va arriver au pouvoir sous la monarchie de Juillet et va complètement tourner kazakh sous la pression et de l'Église catholique et des patrons qui découvrent que donc ces écoles mutuelles qui se sont développées un peu partout
sont des écoles où on apprend plus vite que chez les frères des écoles chrétiennes. Et quand on apprend plus vite, eh ben, on a de l'énergie pour critiquer, pour faire autre chose. Bon, un des exemples célèbres, évidemment, c'est Proudhon, qui, après avoir appris les rudiments je ne sais où, a été dans une école mutuelle à Besançon, où il s'est formé effectivement, bon, avec des gens, en fait, c'était souvent des gens qui étaient érudits par eux-mêmes, d'ailleurs des fois curés, mais enfin bon, et qui avaient appris par eux-mêmes et qui essayaient d'utiliser cette manière de faire que les uns apprennent aux autres pour faire un milieu éducatif collectif. Bon, ça relève évidemment beaucoup du bricolage, mais il n'empêche que le débat politique qu'il y a eu à l'époque montre que ça avait une certaine ampleur, puisque notamment pendant la Révolution de juillet, on a pu voir des témoignages comme quoi il y avait des gens qui criaient non aux ignorantins, c'est-à-dire aux frères des écoles chrétiennes, oui à l'école mutuelle. Bon, Ah oui, c'était c'est vu. extraordinaire ça. Ouais. Bon, alors il y a peu de témoignages en même temps, c'est vrai. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que c'est en Bretagne qu'il y a eu les dernières écoles mutuelles, dont celle de Guingamp, qui d'après l'Institut de recherche pédagogique est la der des der, et c'est celle où ont été mes grands-pères, mais je l'ai appris qu'après avoir découvert l'école mutuelle par mes propres moyens. Bon. Donc, excusez-moi. Je t'en prie. Donc, Guizot, alors en fait, fiche en l'air l'école mutuelle par le biais de la formation des instituteurs. C'est-à-dire que il fait une première chose quand il est ministre chargé des écoles en 1833, c'est rendre obligatoire pour les communes le fait d'avoir une école, de trouver un local quelconque. Et à l'époque, il n'y a pas d'instituteurs formés, enfin il y en a déjà un peu, mais pas encore vraiment. Et il institue en 1837 les écoles normales d'instituteurs qui ont survécu jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour former des instituteurs, et là, très nettement, par la méthode qu'on appelle simultanée, qui est la méthode des frères des écoles chrétiennes, où les 50 élèves environ par classe, ce n'est pas les 25 ou les 35 d'aujourd'hui, c'est 50. Moi, j'étais à 40, 45 quand j'étais petite. Donc les 50, on les fait ânonner, apprendre. L'idée, c'est que tout le monde doit suivre sur son livre, mais il y a plein d'endroits où ils n'ont pas de livre. Bon, tout le monde doit suivre sur son livre et le maître interroge au hasard quelqu'un, ce qui force à avoir suivi. Sans ça, on ne sait pas répondre, mais évidemment, les gens suivent plus ou moins. Alors que dans l'école mutuelle, l'idée, c'est qu'on fait des petits groupes et que donc un élève apprend à une dizaine d'autres, ou même moins si l'école a moins d'enfants. Et là, récemment, il y a une jeune femme qui a fait sa thèse en disant que dans les écoles rurales, à une classe, c'était ce qu'il fallait faire encore. Hein. Bon, parce qu'effectivement, il y avait des petits effectifs de différents niveaux et que donc il fallait utiliser la capacité des plus avancés pour entraîner les moins avancés. Je me permets de rebondir, Anne, Oui. pour cette question justement. Comment se fait le choix de ce groupe de niveau en fait? Qui l'établit? Comment on arrive à savoir justement quel élève devra enseigner par la suite aux autres élèves? Bah, ça, enfin, ceux qui devront enseigner les autres, c'est simple. Hein, en fait, ce qui s'est passé dans le temps, d'ailleurs, enfin, ce qu'ont vécu notamment mes grands-pères, c'est ce qu'on a appelé un système de monitorat, c'est-à-dire que c'était ceux qui étaient en CM1, CM2, qui étaient les moniteurs pour CE1, CE2, ou éventuellement D'accord. pour leur classe, les meilleurs élèves. Enfin, c'est vrai que ça repose quand même sur le classement. Mais au lieu de faire du classement un truc qui fait que quand on a raté, c'est quasiment définitif, ce classement est utilisé de manière productive. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ma petite fille, l'aînée de mes petites filles qui est au lycée, Hélène Boucher, l'année dernière, son prof de français a dit au début de l'année, Margot Carrière, est-ce que vous êtes parente d'Anne Carrière? Alors
Elle dit: «Bah oui, c'est ma grand-mère». Bah, j'ai beaucoup aimé le livre L'école mutuelle. Donc comme dans cette classe, il y a des différences de niveau énormes, on va faire l'école mutuelle pendant un trimestre pour, faire rattraper. Bon et d'après ce que m'a dit ma belle-fille, il y a eu une très bonne ambiance dans cette classe grâce à cette solidarité créée entre les enfants. C'est un truc bête, hein, finalement. Mmh. Ça Ouais, existe aussi, ça a existé, d'une autre manière dans les écoles, comme Vitruve et les dans le 20e arrondissement de Paris, il y avait un inspecteur de l'éducation nationale qui est après parti à la Villeneuve de Grenoble et qui était, bon, freinettiste comme on dit, qui utilisait la méthode Freinet et qui aussi avait bon, ils utilisaient les groupes de niveau effectivement pour entraîner les enfants. Pour le les, tout, euh, de ne pas avoir des parents qui disent que les bons élèves perdent leur temps pendant ce temps-là, alors Mmh. qu'il a été prouvé par tous les pédagogues qu'apprendre à d'autres, ça permet d'apprendre mieux soi-même. Mmh. Oui, tout à fait. Et du coup, j'avais envie de rebondir, Anne, sur son efficacité justement en termes de résultats scolaires, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi en termes d'épanouissement. C'est ce que vous racontez beaucoup dans votre livre. C'est que non seulement cette méthode, elle est plus rapide, plus économique, mais elle est aussi plus ludique et plus susceptible d'éveiller le désir d'apprendre par cette idée que c'est une méthode beaucoup plus coopérative qui développe la coopération. Est-ce que Mais, vous pourriez oui, nous en dire un alors peu plus là-dessus, justement? déjà, si vous voulez, bon, c'est plus ludique parce que, suivant les matières, on change de groupe. Parce que tout le monde n'est pas le meilleur dans toutes les matières et puis même, enfin, ça fait partie de l'affaire. Donc on bouge. Ça, par exemple, le Théâtre du Soleil l'avait bien découvert. On fait bouger les gens pour les différentes scènes et tout ça. Bon, donc il y a cet aspect-là alors que les frères des écoles chrétiennes, c'était vraiment, l'immobilité, complète, hem sauf quand on est appelé au tableau. Donc on vit dans l'angoisse d'être appelé au tableau, sauf si on est très bon. Bon, mais pour la plupart, c'est l'angoisse d'être appelé au tableau. Il y a un autre aspect au démarrage des écoles mutuelles, qui était l'idée que les élèves écrivaient sur des ardoises, ce qui a été d'ailleurs mon cas quand j'étais petite, ne rapportaient pas des cahiers à la maison à soumettre aux parents pour que les parents voient toutes les corrections, en rouge et cetera. Bon, il y avait cette idée-là. Il il y a cette idée, enfin bon, peut-être que je l'ai un peu romantisé dans mon écriture, hein, mais effectivement que c'est une école coopérative où tout le monde est appelé à apprendre et quand même, c'est ce que racontent les quelques personnes de la première internationale qui sont passées par là. Mmh. Oui, c'est ça, c'est que c'est des cours peut-être vous pouvez nous dire un petit peu finalement en quoi cette méthode d'enseignement, mutuel fut une pédagogie trop efficace pour le régime de l'époque? Beh, trop efficace, si vous voulez, ce que racontent les pamphlets de l'époque, alors là, du camp d'en face, c'est que, ces gens qui ont appris, à écrire et à lire trop vite et à parler, à prendre un minimum de responsabilité dans la classe et cetera, ne sont pas, des ouvriers, soumis qui ne savent juste que, lire et écrire les ordres qu'on leur donne et même pas et obéir, quoi. Disons qu'il y a vraiment, dans l'idée d'ailleurs pas seulement de d'école primaire, parce que j'ai retrouvé ça dans des textes sur Polytechnique aussi, hein, l'école c'est fait pour apprendre à obéir d'abord et avant tout. Bon et ben, en fait, c'était pas l'idée de ces gens-là. C'est fait pour apprendre et apprendre, c'est pas obéir, c'est obéir un peu, mais surtout, avoir un autre rapport au contenu de ce qu'on apprend et avoir envie d'aller plus loin et cetera et de chercher. Parce que ce qu'a fait Freinet aussi, par exemple, hein. Mais dès lors, est-ce que, cette méthode qui est quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été inventée quand même par les puissants de l'époque, est-ce qu'elle Oui. n'échappe pas finalement un peu à ses concepteurs? Parce que finalement, si on arrive à avoir des personnes qui s'autonomisent, est-ce que ça n'échappe pas aux personnes justement Non, mais c'est bien ce qui s'est passé. C'est si vous voulez, Guizot qui avait donc, fait partie des gens qui ont importé ça d'Angleterre, quand il a vu, les pamphlets dont je parle et de et aussi l'Église qui disait: «On interdit la communion,
aux parents d'enfants qui sont à l'école mutuelle. Bon, le Guizot en question, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour supprimer l'école mutuelle en instituant une formation des instituteurs à la méthode des frères des écoles chrétiennes. Et on peut considérer que quand Jules Ferry crée l'école gratuite, laïque et obligatoire, l'école mutuelle a été entièrement résorbée. Elle ne l'est pas encore, enfin presque entièrement, puisqu'à Guingamp, elle sera résorbée en 1900 et quelques. Bon. Mais elle a été quand même très largement résorbée et ça se voit, il y a une enquête qui est organisée par Victor Duruy en 1860 sur l'école rurale du triple point de vue des locaux, des élèves et du maître. Bon. Et les instituteurs, donc, répondent que les locaux, bon, ils répondent ce qu'ils veulent. Enfin, moi, j'ai regardé dans mon coin de Bretagne ce qu'ils répondaient, d'autant qu'un de mes ancêtres était instituteur à l'île de Bréhat, en Bretagne. Donc, bon, ça, c'était oui, le père du grand-père et puis aussi l'arrière-grand-père. Ça. Et donc, la réponse, par exemple, là, c'est que les locaux ne vont pas du tout parce qu'il y a le même poil dans toute la France qu'en Bretagne. Il y a donc, tout l'hiver, il y a une fumée, enfin pas de la fumée, de la buée, de la vapeur d'eau, tout ça. Le maître n'a pas de besoin dans cette réponse-là. Et les élèves ont besoin qu'on leur fasse une classe bilingue en breton et en français, parce qu'ils ne parlent pas tous français à la maison. Bon, en face, il y a écrit « il faudra y mettre bon ordre ». Bon. Et donc, il y avait encore des formes donc, de bricolage enseignant et tout ça, et qui vont disparaître peu à peu avec l'institution enfin, les inspecteurs sont déjà institués par Guizot, il va y en avoir plus, et surtout, à travers la caisse des écoles, pardon, les parents vont être mis dans le coup comme aussi surveillant, les bons parents, disons, surveillant la bonne qualité de l'école, donc sa conformité aux normes. Et le rôle des parents comme auxiliaires en fait, de l'administration est important à souligner. Oui, alors Anne, justement, on va revenir sur l'école simultanée, puis le rapport entre l'école et la famille. Juste avant, pour nos auditeurs, nos auditrices, vous avez parlé d'une thésarde qui a fait une thèse récemment sur l'école mutuelle. Est-ce que vous pourriez aussi nous donner son nom et puis éventuellement d'autres ressources pour les gens qui s'intéressent précisément à cette école, à cette méthode? Je pense par exemple aux enseignants, mais pas seulement, les parents qui font aussi peut-être la classe chez eux. Et quelques ressources qui pourraient trouver pour les aider à mettre en place justement cette école mutuelle si ça les intéresse. En fait, bon, pour moi, l'école mutuelle, ce n'est pas l'école chez eux. Hein. C'est-à-dire que c'est une école collective. Alors, dans les gens, j'ai rencontré des gens qui font un peu l'école chez eux, qui sont... Enfin, les gens qui font l'école chez eux, c'est souvent d'ailleurs d'anciens enseignants qui en ont eu marre pour leurs enfants de l'école. Et certains, en fait, ils font des groupes et finalement, en fonction de leur discipline, ils font un groupe avec plusieurs enfants. Donc, ce n'est pas tout à fait l'école chez eux, ça devient l'école mutuelle. Ce que vous demandez sur les ressources, le problème, c'est que comme je ne bosse pas du tout là-dessus en ce moment, je ne me souviens plus de rien. Et notamment la thésarde, je ne me souviens pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Vincent Fayet, ça je m'en souviens bien parce que lui, il communique énormément, qui a utilisé l'idée d'école mutuelle dans sa classe en sciences naturelles et il a créé tout un groupe de profs de sciences nat qui utilisent l'école mutuelle, enfin la classe mutuelle. Hein. Mais en fait, donc, c'est pas à l'échelle de tout le lycée où ils sont, c'est en sciences nat, donc enfin, sciences de la SVT, on appelle ça maintenant. Bon, donc Vincent Fayet, on le trouve facilement sur machin là, enfin, sur Twitter, je crois, ou sur Facebook, enfin bon. Merci. Et la femme, là, je me souviens plus. D'accord. Alors, juste une petite précision. C'est l'école rurale, hein,
c'est pas je pense que dans son titre, elle a pas école mutuelle, elle a, Mmh. voilà, dans son titre, elle a la classe à plusieurs niveaux ou à double niveau ou à triple niveau. En fait, son souci, c'était ça, c'était de lutter contre la tendance à supprimer les écoles rurales en faisant des regroupements, en obligeant les enfants à faire de longs trajets en transport en commun et donc alors qu'on peut faire des petites écoles à plusieurs niveaux. D'accord. Eh ben, merci pour ces précisions. Alors, juste avant de passer à la seconde partie sur l'école simultanée, je voudrais juste que vous nous, apportiez alors une petite précision dans le contexte de vie et de mort, à peu près naissance, même si le terme de mort ne correspondrait peut-être pas forcément à l'école mutuelle, mais à peu près l'âge d'or de l'école mutuelle, s'il vous plaît, Anne. Ben, l'âge d'or, c'est en fait, c'est, si on veut, c'est la Restauration. C'est-à-dire que l'école mutuelle, elle débarque en France sous la houlette donc de Guizot et autres patrons de la Société pour l'amélioration de l'instruction élémentaire et il y a une espèce de, enfin, il y a dans pas mal de villes en France, des groupes de commerçants, de bourgeois qui créent des écoles, mutuelles, qui recrutent des instituteurs et cetera et qui créent des écoles. Donc l'âge d'or, il est sous la Restauration. Il continue après parce que donc, il y a une, je dirais, il y a une récupération de l'idée par les milieux, militants ouvriers, notamment de la 1re internationale, D'accord. qui en font d'ailleurs, quelque chose qui est, pas du tout limité, à l'école primaire, et à l'alphabétisation comme ceux que j'ai étudiés moi, qui est notamment aussi utilisé dans, la formation des adultes et par exemple, Grégory Chambard de la revue, Notre École et du groupe Questions de classe a fait un bouquin sur les bourses du travail, où il montre que dans les bourses du travail, donc à la fin du 19e, début 20e, la méthode mutuelle était la méthode utilisée couramment en réalité. D'accord. Et donc, si on veut, il y a plusieurs âges d'or. Euh, il y a aussi dans ce qu'on appelle la méthode Freinet, qui n'est pas exactement la méthode mutuelle. Enfin, c'est une méthode dans laquelle le maître garde une position assez prédominante tout en faisant travailler complètement le groupe d'enfants et en faisant un enseignement coopératif, hein, et qui repose un peu sur la même idée de base que, quels que soient les premiers résultats scolaires qu'ont les enfants, tous, ont plus ou moins une égale valeur qui doit sortir par, des méthodes diverses et variées, heu, utilisant le groupe classe notamment en coopération, mais éventuellement d'autres choses aussi en relation éventuellement aussi avec des soins psy et cetera, hein, c'est pas complètement fermé. Merci beaucoup, Anne. Je vous propose de boire un petit verre d'eau pendant qu'on va Oui, passer une oui, petite respiration musicale. Et oui, juste avant, je bois, c'est vrai. d'accord, profitez-en. Et juste ensuite, on abordera un petit peu plus en détail bien les origines et le fonctionnement de l'école actuelle. À tout de suite.
pourquoi vous avez choisi de partager ce morceau avec nous Pardon. et en quoi il est important, en quoi ça vous a touché, en quoi c'est important pour vous? Ben, c'est une musique, composée par une amie qui s'appelle Pascale Criton, qui est une compositrice, actuellement vivante, de musique contemporaine et qui fait une recherche sur les sons, heu, en décomposant les sons plus que normalement. Bon, je trouve pas que ce morceau-là est celui qui justifie le plus à mes yeux, enfin, ou tel que c'est enregistré là, j'en sais rien. Enfin, c'est ce travail sur les sons et les résonances entre les sons divisés beaucoup, crée une capacité en même temps de volume avec peu d'instruments et par exemple, elle a fait des elle a fait des performances avec, donc violoncelle, violon à la conciergerie, par exemple, en emplissant l'espace avec, 2 instruments alors que c'est pas évident du tout, grâce à un travail sur la résonance en fait des sons micro divisés. Merci pour, ce partage. Très Mathieu, est-ce bien. que, du coup, j'enchaîne sur la Oui. question donc ensuite sur l'école simultanée qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure, qui est en fait, plus ou moins la méthode, d'enseignement, actuelle en fait, à mettre, pour plusieurs élèves. Et peut-être, pour commencer un petit peu, l'historique en fait de cette, méthode d'enseignement qui remonte, on pourrait dire peut-être à 1680 avec, Jean-Baptiste de La Salle et puis, avec, ensuite tous les développements qui ont continué, pour, aboutir un petit peu à la méthode qu'on connaît aujourd'hui. C'est un sujet qui est vaste, donc, Anne, je vous laisse commencer par le bout qui vous plaît. Alors l'école au démarrage n'est pas appelée simultanée, hein, elle est appelée simultanée par différence avec l'école mutuelle en réalité. Bon. Mais effectivement, les enfants sont censés apprendre aussi simultanément, côte à côte, en même temps et donc sont, pensés par cette école comme étant tous, semblables, ce qui n'est pas du tout le cas et ça fait partie de cette vision très très normée du corps, de l'esprit et cetera. Après bon, certainement que les frères des écoles chrétiennes se débrouillaient autrement en réalité, mais mmh. Donc, cette méthode simultanée, disons qu'elle avait l'intérêt, enfin, disons, elle a bénéficié d'une chose, c'est-à-dire que quand l'industrie a commencé à se développer, assez vite, il y a eu au démarrage, l'industrie essayait de se développer en utilisant le travail des enfants, qui avait été utilisé dans les manufactures et cetera et puis on s'est aperçu que c'était une catastrophe en matière de corps, tout simplement des ouvriers. Donc il y a eu un mouvement d'un patronat, réformiste en faveur de l'interdiction du travail des enfants. La loi date de 1842 et le fait que dans l'école des frères, des écoles chrétiennes, les enfants étaient tenus occupés, 6 heures par jour et pendant, 6 ans, ça a cadré complètement avec le fait que, le travail des enfants s'est mis à être interdit en dessous de 13 ans, donc de 6 à 13, c'était très bien. Donc il y a eu vraiment une accroche, entre les 2 et c'est enfin moi je crois que c'est un des facteurs de développement de l'école simultanée et aussi donc la création des écoles normales d'instituteurs par, notre ami Guizot qui dit carrément que, l'école simultanée est, le seul modèle d'école qui doit être obéi par tous les instituteurs qui seront, formés par ces écoles ou certifiés, par elles et d'ailleurs, sous Guizot, les frères appartenant à la confrérie des frères des écoles chrétiennes sont dispensés d'aller à l'école normale. Donc ça, c'est sous comment, Juste Ferry qu'on sortira de cette, exceptionnalité du statut des frères des écoles chrétiennes. D'accord. Alors, Et donc enfin, ce qui oui, est extraordinaire pour moi, si vous voulez, c'est de penser que l'école laïque
est fondée sur un modèle complètement produit par les religieux. C'est tout à fait paradoxal, en effet. Et j'avais en fait une double question à vous poser. Alors, nous, au Fonds médiatique, on a à cœur donc l'intérêt général. Et alors, la première question serait la suivante. En quoi l'école mutuelle, alors est-ce que plutôt, selon vous, l'école mutuelle favoriserait davantage l'intérêt général que l'école simultanée, dans la mesure où intérêt général, pas uniquement intérêt général comme on pourrait l'entendre de manière vaste, mais aussi parce que l'intérêt général de la population, ce serait aussi qu'il y ait une certaine forme d'ascension sociale, c'est-à-dire qu'on ne reste pas justement condamné à être à ce qu'il y ait une reproduction sociale qui s'effectue. Est-ce que l'école mutuelle favoriserait donc davantage on va dire, l'ascension sociale puis, que ne le favorise actuellement l'école dite républicaine et simultanée? Oui, moi, mon hypothèse, c'est ça, mais en même temps, il faut à ce moment-là qu'il y ait une espèce de réflexion collective sur les tâches qui nécessitent peu de qualifications et qui sont quand même multiples. Bon, actuellement, il me semble qu'on assiste à une espèce de disjonction entre de plus en plus de tâches qualifiées qui exigent beaucoup de formation, tout ce qu'on veut, et beaucoup de trucs de manutention, etc., et pour lesquels on estime qu'il ne faut pas trop, au contraire, d'éducation. Bon, ça, de ce point de vue, l'école simultanée, elle est relativement fonctionnelle en réalité. Elle produit des tas de gens qui n'aspirent pas, n'aspirent pas à faire des choses plus compliquées et qui, éventuellement, n'en ont pas les moyens non plus, quoi, c'est ça. Bon, donc moi je pense que enfin, l'école mutuelle, elle a vraiment été combattue en tant qu'elle donnait envie d'apprendre autre chose que le strict minimum. Donc, apprendre autre chose que le strict minimum, c'est se donner des moyens d'une certaine ascension sociale, mais en même temps, s'il faut renouveler les gens en dessous pour pour, je sais pas, ça me fait dire, enfin, j'ai pas du tout été regarder de ce côté-là, mais que ça vaudrait la peine de s'interroger sur ce qui s'est passé dans la société israélienne. Parce que D'accord. dans la société israélienne, au démarrage, dans les kibboutz, il y avait un apprentissage pour tous, quel que soit le niveau de formation au départ, et un partage d'un certain nombre de tâches, etc. Mais il semble qu'avec le temps et le renouvellement des générations, ça s'est perdu à peu près complètement. Alors, je vous propose, pour revenir un tout petit peu encore sur l'école simultanée et insister un petit peu, oui, sur son caractère pénitentiaire, en quelque sorte, de revenir sur les origines même physiques de cette école. Parce qu'au départ, c'est même des environnements, il y a cette idée de panoptique où les bâtiments sont créés pour que les maîtres puissent surveiller d'un seul coup d'œil l'ensemble des élèves, l'austérité des bâtiments et de la cour de récréation que je ne peux pas m'empêcher de comparer à une cour de prison, la séparation d'avec l'autre sexe au départ, le système de punition-récompense qu'on retrouve également en prison, les contraintes physiques comme rester assis pour les enfants, les contraintes horaires également, les contraintes relationnelles, comme vous l'avez dit Anne, interdiction de parler, il faut rester muet toute la journée, travail forcé, très important. Vous insistez aussi sur ce rôle de l'écriture où on tient les enfants en travail en permanence avec leur cahier pour écrire tout le temps. Bref, toutes ces contraintes ressemblent vraiment à un environnement pénitentiaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, Anne, justement en contraste avec l'école mutuelle qui laisse les enfants apprendre un peu comme ils veulent et qui leur donne beaucoup de liberté? Il ne faut pas exagérer de trop parce que si vous voulez, dans les débuts de l'école mutuelle, il y avait cette dimension aussi de surveillance et notamment, par exemple, René Scherrer qui vient de décéder m'avait amené un texte de Fourier sur l'école mutuelle parlant du côté militaire de certaines écoles mutuelles, hein. Pour rebondir, Anne, sur cette relation entre l'école et la famille, c'est très important parce que vous précisez bien dans votre livre qu'on est passé de la famille comme prolongement de l'école
à l'école comme prolongement de la famille. Je répète cette phrase, de la famille comme prolongement de l'école, à l'école comme prolongement de la famille. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus avant d'aborder peut-être à la fin aussi toute la construction du corps enseignant actuel, parce que c'est aussi une grande partie de votre travail. Et du coup, donc d'abord, la relation entre l'école et la famille. Mon idée, effectivement, dans le discours, alors là, de l'époque de notre ami Jules Ferry, l'importance des familles est soulignée tout le temps. Elle est soulignée d'ailleurs sur un truc marrant qui moi m'intéressait parce que je m'intéresse à l'architecture, c'est que Jules Ferry a fait construire des écoles en quantité partout. Et ce qu'il dit à ce propos-là, c'est il faut construire des écoles très belles, avec des frontons, avec écrit liberté, égalité, fraternité, pour que les enfants de famille, comme il dit, les enfants de famille, c'est-à-dire les enfants de famille bourgeoise, soient mis à l'école publique avec cette idée, au fond, qui est proche de l'école mutuelle, d'être des locomotives pour entraîner les autres. Ça, il le dit. Bon. Et tandis que les familles des enfants du peuple sont considérées comme des non-auxiliaires de l'école. Hein. Et donc, oui, à partir de Jules Ferry, il y a vraiment une réflexion officielle sur les familles, les bonnes familles, je dirais, les bonnes familles comme auxiliaires de l'école et les mauvaises familles comme au contraire frein à la scolarisation des enfants. Donc, bon, il y a une relation entre les deux, effectivement. Enfin, mais le début de la phrase, je me rappelle plus ce que vous avez dit, là, la famille. De la famille comme prolongement de l'école, à l'école comme prolongement de la famille. C'est-à-dire que l'école vient voir comment, presque de façon intrusive, comment les familles élèvent leurs enfants. Par exemple, ils préconisent de ne pas les laisser se courir tout nus sur la place publique, etc. Et à la fin, ensuite, il y a une sorte de retournement. C'est l'école comme prolongement de la famille, dans le sens où les familles placent leurs enfants dans les meilleures écoles et jouent vraiment le jeu de l'école et de la sélection en plaçant leurs enfants dans les familles, etc. D'accord, pardon. Là aussi, on est à l'intérieur de la division sociale, c'est-à-dire que l'école s'occupe de la famille et s'en occupe moins maintenant quand les familles sont supposées ne pas être adéquates. Il y a un ami qui s'appelle Isaac Joseph, qui est malheureusement décédé, qui avait fait un numéro de la revue Recherche intitulé « Discipline à domicile » sur justement ce qui se crée au 19e, les visiteurs de famille, les assistantes sociales qui vont sur place, etc. etc. Bon, on en observe à l'heure actuelle des ressucés plutôt pour les vieux. Maintenant, c'est les aides à domicile qui doivent s'occuper que les vieux vivent bien. Mais après, enfin, on se rend bien compte qu'il y a une évolution de l'école qui fait que, effectivement, maintenant, c'est quand même bon, il y a une participation des familles qui est organisée, mais les familles participantes, c'est, comme je disais, les bonnes familles, et donc dans un rôle plus partenarial, comme on dit aujourd'hui. Hein, et c'est plus les mêmes familles dont il s'agit, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous parlez aussi de la création des associations de parents d'élèves, qui sont des choses où là, maintenant, les familles jouent vraiment le jeu de l'école. Mathieu, avant de passer peut-être à la partie suivante… pas des jours, hein, parce que, par exemple, récemment, la FCPE s'est signalée par des critiques virulentes. Oui, tout à fait. C'est pas binaire, mais disons qu'il y a eu vraiment ce lien entre, au départ, les familles qui étaient réticentes à envoyer leurs enfants à l'école, et maintenant les familles qui cherchent plutôt les meilleures écoles entre guillemets pour envoyer leurs enfants et qui jouent le jeu à fond pour certaines. Et je voulais, Anne, qu'on revienne aussi un petit peu sur le corps enseignant qu'on peut appeler ENSAIGNANT, dans le sens où c'est vraiment un corps qui a été créé, donc, comme vous le rappelez, par l'école des frères, où il fallait vraiment, pour que les enfants soient soumis, que les enseignants eux-mêmes soient encore plus soumis, que la constitution du corps est quelque chose aussi qui a été une priorité là vous allez me rappeler, je ne sais plus si c'est sous Guizot ou un autre ministre, pour qu'ils obtiennent aussi ce que vous appelez, et que j'adore, une sage indépendance. C'est-à-dire que ce corps enseignant, quel que soit le régime politique qui peut varier d'une élection à l'autre, eh bien que
que le ministère de l'enseignement garde la mainmise sur ce corps enseignant. Et enfin, donc, que ce corps enseignant vous présentez comme, en quelque sorte, pour résumer, un corps sacrificiel, comme s'il fallait que les enseignants montrent l'exemple aux élèves en montrant à quel point il faut se soumettre aux règles du jeu pour être bien notés eux-mêmes. C'est un petit peu confus ma question, mais disons que c'est pour vous demander un peu plus de détails sur la constitution de ce corps enseignant, parce que j'imagine que beaucoup d'enseignants pourront plus ou moins se reconnaître dans ses origines. Il y a une question que je me suis posée dans d'autres domaines, c'est cette espèce de manie de l'État français de constituer des corps avec les fonctionnaires. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Et donc, d'avoir d'organiser quand même un ensemble d'individus qui ont une certaine fonction sociale dans une hiérarchie dans laquelle on avance doucement, suivant qu'on est plus ou moins conforme, etc. Et qui est au fond, qui est vraiment pensé sur le mode de l'homogénéisation des différences. Hein. Bon. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, la corporation de Jean-Baptiste de La Salle était un bon modèle parce qu'effectivement, c'était aussi donc une congrégation religieuse avec un uniforme, avec des règles, etc. Et on peut dire quand même que la gestion du corps enseignant a été peu ou prou, comme la méthode simultanée, décalquée de cette antériorité de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Bon. Le côté oui, ce qui me semble, donc ce corps enseignant, il est inspecté. Bon, on a beaucoup parlé des inspections, etc. Et l'inspection est vraiment une vérification de la conformité de l'enseignement par rapport aux normes encore actuellement. Enfin, moi, j'ai des récits par les amis de questions de classe, notre école. Bon, c'est quand même assez hallucinant. Évidemment, ce qui a beaucoup changé par ailleurs, c'est que c'est l'introduction de la mixité qui en réalité, en fait, l'enseignement primaire est devenu, c'est à 75% féminin, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, et les classes sont mixtes, alors qu'autrefois elles ne l'étaient pas. Donc autrefois, il y avait aussi, il me semble, dans les écrits de tout ce monde enseignant, une idée d'homo, peut-être pas d'homosexualité, mais enfin d'homothétie entre l'enseignant et les élèves. Hein. Et cette homothétie, elle est encore bien présente dans les têtes, et la difficulté à ne pas pouvoir la respecter pour justement les femmes dans leur enseignement, parce qu'en fait, elles ne doivent pas être maternelles, est quelque chose qui est, je pense, présent et qui n'est pas du tout parlé. Bon. Donc, le corps enseignant, ce n'est pas simplement un corps, enfin, c'est un corps en même temps physique et moral et hiérarchique qui est institué. Donc, je ne sais plus les dates exactes, hein, le travail est lointain, mais en tout cas, qui essaie de créer cette relation, oui, donc d'homothétie dont je parle, et relation d'homothétie qui, pendant longtemps, a concerné essentiellement les meilleurs élèves destinés à devenir enseignants eux-mêmes. Hein. Et donc, les élèves, les bons élèves non destinés à devenir enseignants eux-mêmes, c'est les familles qui ont créé d'autres circuits parce qu'ils étaient eux-mêmes dans les entreprises privées, etc. Mais on a un système et qui, en même temps,
condamne ceux qui suivent pas, quoi. C'est ça, moi, qui m'a vraiment toujours frappée dans mon commerce avec ce problème. C'est-à-dire que le corps alors sauf exception, c'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez un peu Freinet ou pas du tout? Très peu, Parce que personnellement. ça vaut vraiment la peine, hein. Mmh. Donc Freinet, c'est un instituteur, qui était à côté de Nice, à Vence, qui, a été, gazé à la guerre de 14 comme beaucoup de gens, et quand il est revenu de la guerre de 14, il ne pouvait pas crier sur les élèves pour les faire rentrer en classe. Enfin, c'est ce que raconte sa femme, bon, et donc et en même temps, il aimait vraiment son métier. Il était secrétaire du syndicat des instituteurs des Alpes-Maritimes, et cetera, bon, et donc il s'est dit: «Il faut faire quelque chose», bon, d'autre, et donc il a regardé qu'est-ce que faisait l'élève qui l'embêtait le plus en rentrant le moins possible en classe, et il s'est rendu compte que cet élève avait un élevage de hannetons dans le mur de l'école, et donc il a dit à l'élève: «Beh, est-ce que tu serais d'accord pour venir dans la classe avec moi, raconter à tes camarades, comment sont tes hannetons, comment ça se passe, et répondre à leurs questions sur les hannetons?» Donc c'est ce qui s'est passé, l'élève était tout content, les autres posaient plein de questions, et Freinet écrivait au tableau au fur et à mesure les phrases produites par l'interaction entre les élèves et leurs camarades, et ça a fait le texte de la journée, qui n'était plus de Alphonse Daudet ou Tartampion, mais un Ah ouais, c'est texte génial. produit collectivement, hein, Mmh. et donc Freinet, il a fait défiler comme ça tous les élèves de la classe sur qu'est-ce qui les intéressait, et puis quand il avait fini de faire le tour de la classe, il s'est demandé qu'est-ce qu'il ferait après. Donc comme il allait donc au local syndical à Nice, il a raconté son histoire à ses copains syndicalistes d'imprimerie notamment, qui ont dit: «Bah, tu as qu'à prendre une casse d'imprimerie et leur faire faire l'imprimerie à l'école». Donc ils ont pondu des textes comme ça, imprimés, fait leur propre livre, et puis bon, c'est un petit peu, idyllique tel que je le raconte, mais donc dans la foulée, ils ont décidé de faire des enquêtes en dehors de la classe, et là alors, Les donc ça se passe à Vence, qui était déjà à l'époque un endroit où il y avait des antiquaires, et il y avait des grosses voitures qui venaient visiter les antiquaires pour acheter des trucs, et donc les élèves ont commencé à interroger les chauffeurs ou peut-être même les passagers des voitures, qui immédiatement se sont plaints au ministère de l'Éducation nationale. Il y a un instituteur qui est dehors avec ses élèves, c'est un scandale. Et donc il a été, suspendu, et il a fondé une école, privée, et après ça se passe en 33 ou 34. En 36, il était responsable de la jeunesse au ministère de l'Éducation avec Jean Zay et tout ça, et à la Libération, en fait, je crois qu'il a recommencé en classe, mais ça n'a pas marché très longtemps non plus, et donc il a fondé l'Institut coopératif de l'école moderne, où il fabrique beaucoup de matériel pédagogique. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le temps, c'est devenu un peu, enfin, d'aucuns disent que c'est devenu un peu, dogmatique, c'est-à-dire, et surtout, au lieu d'être centré sur la méthode, être centré sur les contenus, donc fabriquer des contenus. Le jeune travailleur, travaille très bien, va à son travail le matin. Enfin, j'exagère un peu, mais Mmh, il y a un d'accord. côté qui est critiqué, bon, par certains, et il y a eu aussi un conflit avec quelqu'un que je connaissais, donc qui est décédé il y a longtemps, qui était Fernand Houry, qui était un freinettiste, comme on les appelle, et qui trouvait qu'on pouvait, développer, la méthode Freinet, en banlieue, en banlieue, donc en ville, et qui d'ailleurs a fait ça plutôt lui aussi en tant que prof de sciences nat dans le secondaire, bon, mais avec les méthodes, Freinet, et donc enfin, il y a des instituteurs, Freinet en banlieue. Il y a une célèbre institutrice qui est maintenant en retraite, qui était directrice d'école à Bobigny. Il y a une centaine, d'écoles Freinet, je pense, un peu partout,
avec cette idée que, oui, de la coopération entre enfants et de la fabrication de matériel collectif, et cetera. Merci hein, beaucoup Anne de nous donner des petites pistes aussi pour les parents et les enseignants aussi qui aimeraient proposer d'autres choses à leurs élèves. Alors pour conclure cette partie sur l'école simultanée, je vous propose Anne d'écouter ensemble Albert Jacquard, un Oui. polytechnicien et biologiste qui s'exprimait en 1994 au micro de la RTBF. Demain dépend de nous. Et oui, c'est une évidence. Demain dépend de nous et nous le savons. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Il nous faut faire un projet pour demain. Il ne s'agit pas de prévoir ce qui sera, mais il s'agit de faire en fait le prophète. Le prophète ne disait pas voilà ce qui va arriver. Il disait faites attention, si vous continuez dans telle direction, ça va mal tourner. Or, actuellement, on a besoin d'un prophète ou de plusieurs prophètes qui nous disent ça. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit? Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce que on évoquait tout à l'heure, pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. C'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait eu un Albert Jacquard sans compétition? Oh oui, il n'y aurait pas eu de polytechnicien. Mais j'y perdrais pas grand-chose. Bien sûr, pour entrer à Polytechnique, vous savez, on est 1500 candidats, il y a 300 places. Bon, il faut donc être dans les meilleurs, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça signifie, meilleur? Ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui sont au programme. Et par conséquent, c'est faire vraiment acte de soumission, c'est faire preuve de conformisme. Et actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, on a besoin d'un monde. On entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Non, ce qu'il y a de meilleur en Albert Jacquard, s'il y a quelque chose de bon, ça ne m'est pas venu de là, ça m'est venu des regards que j'ai acceptés, non pas des compétitions que j'aurais gagnées, sûrement pas. Or là, on est en train de se fourvoyer complètement. Moi, je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine. Vous savez, en première année de médecine, j'avais devant moi 400 élèves et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année. Alors c'était la lutte à couteau tiré, ils se donnaient des faux renseignements. C'était abominable entre eux. On était en train d'en faire des tueurs. Eh bien, préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur, il y a quelque chose de pourri là-dedans. Non, c'est pas sérieux. Je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société, et en particulier du système éducatif. Le pire de tout, c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres. Alors Anne, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous inspire cet extrait? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais sauf sur un point. Quand il dit que la compétition élimine le regard de l'autre, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un regard comparatif. Et là, je peux vous dire que moi qui corrige des articles, etc., la comparaison utilisée en permanence, ceci c'est plus, ceci c'est moins, c'est invraisemblable. Enfin, on est incapable d'avoir un système où les choses coexistent. Je sais plus, c'est venu aussi de la. Ah non, c'est un truc que j'ai vu avant. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Alors, maintenant, Anne, je vous propose de passer à la troisième partie, qu'on avait envie de consacrer un petit peu plus à votre relation personnelle à l'école. Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé, pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet. Mais revenons, si vous le voulez bien, un petit peu plus à la motivation profonde qui vous a poussé à écrire ce livre. Et aussi une question, moi, qui me brûle les lèvres, c'est comment vous avez découvert cette méthode mutuelle? En fait, je l'ai découverte, je vous dis grâce, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qu'on trouvait à la Bibliothèque nationale
comme petits bouquins, grands bouquins, etc., sur l'école au XIXe siècle. Et j'ai découvert des tas de petits pamphlets. Il y en a un notamment qui était contre la méthode mutuelle parce que c'est une bureaucréation qui dévore la France. Bon, c'était inspiré un peu par Foucault. Foucault, lui, croyait que, d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de le croiser, il croyait un peu comme Fourier que l'école mutuelle, c'était que la vision totalement militaire de la chose, de Lancaster, là, le créateur anglais qui a écrit le bouquin sur la méthode de Lancaster. Mais il ne s'était pas rendu compte de l'aspect bricolo que ça a pris en réalité dans toute une population d'instituteurs non contrôlés, quoi, au début. Hein. Donc, et du coup, il était tout à fait intéressé par ce que je racontais, oui. Ouais. Très bien. Et je voulais rebondir sur une chose particulière, notamment sur le rapport que vous entretenez vous-même avec l'école. En fait, qu'est-ce que l'école permet ou qu'est-ce que l'école est censée pouvoir permettre? Et donc, en l'occurrence, est-ce que l'école mutuelle permettrait quelque chose que ne permet pas actuellement l'école simultanée? Enfin, franchement, l'exemple de ma petite fille montre que l'école mutuelle permet de rattraper des gens qui sont en retard parce qu'ils ont été dans des conditions de scolarisation différentes. Hein. Et franchement, moi, quand j'étais au lycée, quand petite, eh bien, moi, j'ai été au lycée en petite classe. Hein, à partir du CP, j'étais au lycée. Bon. Et quand sont arrivées en 6e des filles qui venaient d'une autre école primaire, ensuite en 4e, c'est pareil, enfin, par tranche de 2, il y a des gens qui viennent d'une autre école qui est sous-qualifiée par rapport au lycée. Hein. Effectivement, moi j'étais dans le bon, et puis en plus, comme j'étais à Paris, 7e arrondissement, j'habitais le 6e, mais j'étais à Duruy, donc c'est un des meilleurs lycées de Paris. Bon. Et donc, on voyait très bien l'arrivée de gens qui avaient été scolarisés dans des conditions où ils étaient d'emblée en dessous de nous, dans cette fameuse compétition dont on parle, des gens qui avaient été premières de leur classe systématiquement jusqu'à ce qu'elles arrivent dans ce lycée mieux. Bon. Et donc, au lieu de faire en sorte qu'elles deviennent, puisqu'on n'était que des filles, hein, nous, excusez-moi de parler comme ça, mais on n'était que des filles, au lieu de faire en sorte qu'elles deviennent nos égales, eh bien, on s'acharnait évidemment à noter les Anne-Cariens, très, très, très bien, formidable, 18, Marielle Machin, 14, alors qu'elle était première dans son école primaire, vous voyez. Et donc, il y avait un ordonnancement des gens qui, d'après ce qu'on me raconte, est toujours en activité. Hein. Et c'est vrai que l'école mutuelle, c'était vraiment le contraire de ça. Le contraire. Et ce que racontent les gens de la première internationale qui ont fait un peu d'école mutuelle entre eux, c'était aussi ce que racontait un peu le Freinet là, tout à l'heure, enfin, c'est sa femme qui a écrit le bouquin qui raconte ce que j'ai dit, c'est trouver le centre d'intérêt de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, donc, au local de la première internationale, il y avait des cours pour adultes, là en l'occurrence, où suivant ce qu'avait étudié l'un ou l'autre, ce dans quoi ils se sentaient un peu experts, bon, un peu comme sont les universités populaires qui ont fleuri depuis quelques années un peu partout. Et en fait, bon, le problème, oui, c'est peut-être que c'est difficile dans un système de masse d'être aussi attentif aux uns et aux autres, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, bon, moi j'ai quand même, je n'ai d'expérience réelle d'enseignement que des cours de sociologie urbaine que j'ai donnés à l'université. Hein. Bon, mes cours, je donnais à faire des travaux systématiquement en groupe,
en disant, vous mettez en groupe, le groupe, aura, ceux qui s'intéressent au même sujet et tout le groupe aura la meilleure note. Vous vous débrouillez entre vous pour que tout le monde se débrouille à faire quelque chose. Bon, ça, c'était un premier point. Franchement, et à Évry et à Paris 1, donc dans 2 endroits très différents, ça marchait très bien. Les élèves se coopéraient et par ailleurs, aux travaux de fin d'études, eh ben, quand les gens avaient accroché à un sujet par leur stage, en l'occurrence parce que c'était à Évry, c'était une formation professionnalisante au métier de la ville, bon, c'était politique de la ville à l'époque. J'ai vu des phénomènes incroyables. Quelqu'un qui n'écoutait jamais en cours, qui arrivait avec la pile des bouquins recommandés comme ça, parce qu'elle avait enfin compris à quoi ça servait. Le directeur de la formation complètement bluffé par la qualité du devoir, parce que bon, le déclic s'était produit. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas des déclics tout le temps, il y a des problèmes. Bon, je rigole un peu parce qu'on a eu quelques problèmes avec les filles musulmanes voilées, parce que les cours, comme par hasard, avaient été mis le vendredi, donc elles ne venaient pas. On n'a jamais pu obtenir qu'elles ne soient pas mises le vendredi. Et donc, il y a eu des problèmes réels quoi, qui n'ont pas été traités. Mais enfin, moi, j'estime que, comme notre ami, là, j'ai oublié son nom, je le connais, mais que vous avez montré là. Ah oui, Albert Jacquard. Comme le dit Albert Jacquard, la compétition, c'est vraiment ce qui fout tout en l'air. Hein. Mmh. Quand vous pensez que, par exemple, en médecine, hein, donc on élimine des gens qui voulaient être médecins parce qu'il leur manque 2 points à un concours et que maintenant, il nous manque plein de médecins partout. Bon, c'est vraiment une bêtise absolument colossale. Hein. Bon, de dire que là où je ne suis pas non plus complètement, que de dire que les concours ne sélectionnent que les plus conformes, c'est pas tout à fait vrai. Et les concours sélectionnent les gens qui savent ruser avec la conformité, ce qui est assez fondamental dans le boulot après. Alors Anne, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et vous l'avez dit, on en a parlé quand même plusieurs fois, notamment, vous avez parlé en fait là de l'intérêt finalement de l'école mutuelle, c'était de notamment réussir à raccrocher les wagons, en fait de certaines personnes qui avaient, finalement, perdu le fil, finalement des cours, qui n'arrivaient plus finalement, qui étaient dans une certaine forme, dans une certaine forme de décrochage scolaire. Et d'ailleurs, moi, ce que ça m'évoque en fait, tout cela, c'est que des personnes qui se raccrochent en fait, notamment au socle de connaissances que l'on est censé avoir, deviendraient finalement plus critiques. Donc, des personnes qui deviennent plus critiques parce que finalement elles ont davantage de connaissances. Est-ce que, pour ma part, je pense que ça pourrait poser problème, notamment pour le système de domination actuel. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, plutôt, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, certaines personnes qui auraient théorisé encore à l'heure actuelle des critiques publiques en fait contre l'école mutuelle, notamment pour l'esprit critique qui aurait été dégagé en fait, que pourrait dégager cette forme d'école? Est-ce qu'il y aurait certains ministres ou certaines personnes publiques ou que vous avez pu voir, même, je dirais, de l'époque contemporaine, je dirais, passer sur le XXe siècle, peut-être? À l'époque contemporaine, j'en sais rien du tout. À l'époque où j'ai sorti mon truc, Bourdieu était contre. Comment il s'appelle aussi, François Furet estimait que l'alphabétisation avait été réalisée déjà dès le XVIIIe siècle et que l'école du XIXe ne servait à rien de plus, ce qui est complètement faux. Bon, voilà, enfin, il y a eu des trucs complètement. Enfin, et puis, j'ai eu un débat avec Jacques Rancière, quand même, ça c'est assez rigolo, qui a été organisé par le ministère qui avait financé ma recherche en plus et qui m'a aligné Jacques Rancière comme débatteur dans un petit séminaire. Et je trouve que vous connaissez l'histoire de Jacques Otto ou pas? Non, pas du tout. Ah bon, alors vous savez qui est Jacques Rancière? Oui, oui. Un sociologue, il me semble. Hein. Comment? Un sociologue? Non, c'est un philosophe, c'est un professeur oui, de philosophie qui est bon, à peu près mon âge, peut-être un petit peu plus jeune, mais pas beaucoup.
Et donc, lui, c'est un spécialiste de la littérature ouvrière du 19e siècle. Et donc, quand on lui a demandé de me critiquer, il a découvert dans ses archives et tout ça un monsieur qui s'appelle Jacques Otto, qui était officier, je crois, de l'armée française et qui a été, par je ne sais plus quel hasard, aux Pays-Bas et qui était chargé d'apprendre à des étudiants néerlandais le français. Bon. Et ce monsieur Jacques Otto ne savait pas le néerlandais, hein, et les étudiants néerlandais étaient censés ne pas savoir le français. Et il leur a proposé de lire un livre en français qui est le Télémaque de Fénelon pour apprendre le français en lisant quelque chose d'intelligent. C'est pas idiot d'ailleurs, hein. Et d'après Jacques Otto, personne évidemment n'a été là pour vérifier, les étudiants auraient appris le français tout seuls en lisant le Télémaque de Fénelon et en se repérant dedans. Bon, moi, j'y crois pas trop. Et l'idée aussi que Jacques Otto était quelqu'un qui connaissait rien à rien à la pédagogie, j'y connais pas, je pense pas trop que c'est vrai, parce que choisir le Télémaque de Fénelon, c'est choisir un roman d'apprentissage et c'est pas choisir n'importe quoi, hein. Mais donc notre ami, il a Jacques Rancière, il a écrit un livre lui aussi qui s'appelle Le Maître ignorant, Jacques Otto, Le Maître ignorant, que vous pouvez lire, c'est un livre de poche, et ça fait la coqueluche parce que Jacques Otto et Jacques Rancière sont mieux connus que moi. Mais c'était un peu une espèce de boutade sur le fait qu'en fait, sans prof, on ne fait rien, quoi. D'accord. Et là où je ne suis pas en désaccord que sans prof, on ne fait rien, c'est que justement, s'il n'y a pas quelqu'un pour organiser l'école mutuelle, organiser les groupes, vérifier qu'il y a des différences effectivement entre les élèves et que tous les bons ne se sont pas mis avec les bons et les mauvais avec les mauvais, ben, il ne se passe rien. Ou par exemple, ce que fait donc le type dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui fait sa classe de sciences nat en classe mutuelle. J'ai noté Vincent Fayet. Oui, Vincent Fayet. Donc, dans sa classe, en fait, d'après ce que j'ai vu comme les vidéos, en fait, il y a eu des regroupements plutôt de bons entre bons, de moyens entre moyens et de mauvais entre mauvais. Et lui, donc, s'occupe plus des mauvais pour les pousser et des moyens, et il laisse les bons se débrouiller tout seuls, ou les bons lui poser des cols, parce qu'en fait, c'est ça qui arrive aussi avec les programmes scolaires, c'est que souvent, les bons sont capables d'aller au-delà du programme, hein. Et bon, et ça énerve les profs. Bon. Mais j'ai une amie qui avait fait un truc comme ça, une amie artiste, dans une classe en Corse, une classe de CM1 ou CM2. Elle leur avait demandé de représenter artistiquement dans une carte, enfin une cartographie artistique, leur environnement, la géographie du lieu où ils habitaient. Et alors, les bons avaient fait un truc quadrillé, comme le livre de géographie, le plus exact possible, en recopiant. Les moyens avaient fait un peu la même chose en moins bien. Et les mauvais, évidemment, elles s'étaient occupées des mauvais. Ils avaient fait un truc complètement onirique, avec une grotte, avec une lampe rose, enfin bon. Et les bons ont cassé le truc des mauvais pendant la récréation, ils sont devenus les délinquants. C'est génial. Merci beaucoup, Anne Carrien. Je vous propose d'arrêter là. Ça fait une petite heure et demie qu'on est ensemble. Bon. C'était vraiment, à moins que vous ayez envie d'ajouter une dernière petite chose. Bien. Ok. D'accord. Bon. Bah, écoutez, merci, grand merci d'avoir pris le temps de nous parler de votre livre. C'était vraiment un grand plaisir. Et puis ce sujet de l'école, il est vraiment important à nos yeux. J'espère que cette émission aura ouvert des pistes pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore cette forme d'école mutuelle. Et je rappelle que le lien pour se procurer votre livre sera en description de la vidéo, ainsi que le petit résumé de vidéo de 30 minutes que j'avais fait sur votre livre l'année dernière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Pierre Chaillot sera notre prochain invité dans Lupalu le lundi 27 février. Il nous parlera de son livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Un grand merci, Mathieu, Anne, et à bientôt sur le Front médiatique. Et souvenez-vous, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Merci beaucoup, à bientôt sur le Front médiatique. Au revoir.